Dans l'histoire de la religion, on trouve beaucoup de saints, bien sûr. Mais des saints qu'on a surnommés le prêtre fou, ça c'est beaucoup plus rare. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la vie de Dom Michel le Noblesse, une figure bretonne du XVIIe siècle qui était aussi controversée qu'innovante. Arbeleg folle, c'est comme ça qu'on l'appelait. En breton, ça veut dire littéralement le prêtre fou. Alors la question est simple, comment un homme d'église en arrive-t-il à porter un surnom pareil? C'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors pour comprendre ce personnage assez unique, on va suivre son parcours. D'abord, on verra sa vocation, qui, on va le voir, n'a pas été un long fleuve tranquille. Ensuite, ses méthodes de prêche complètement folles pour l'époque. Puis sa mission auprès des plus isolés et, forcément, les conflits que ça a pu générer. Et on terminera avec son héritage, qui est pour le moins surprenant. On commence donc par planter le décor. On se plonge dans la Bretagne du début du XVIIe siècle. La région sort à peine des guerres de religion. C'est une période de chaos, de profonds bouleversements. Et c'est justement dans ce contexte qu'un personnage, disons hors norme, va faire son apparition. Voici donc Michel le Noblesse. Issu d'une famille aisée de Plouguenot, son chemin semblait tout tracé. L'Église. Sauf que, il va prendre une voie que personne, mais alors personne, n'avait vu venir. Il faut bien imaginer qu'il grandit en plein dans l'instabilité laissée par ces guerres. Ça lui a forgé un caractère inflexible. Une foi à toute épreuve. Pour lui, c'était clair. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. On passe maintenant à sa jeunesse, parce que ses années de formation, c'était tout sauf calme. On peut même dire que sa jeunesse a été un véritable brasier, un mélange de conflits et d'expériences spirituelles très intenses qui vont complètement définir la suite de sa vie. Alors, si on regarde son parcours de loin, ça a l'air plutôt classique. Naissance en 1577, études à Bordeaux, retour en Bretagne, ordination à Paris. Bon, sur le papier, rien de bien fou. Mais cette chronologie, elle cache une réalité bien plus agitée. En fait, ce ne sont pas tant les dates qui comptent, mais tout ce qui s'est passé entre eux. Parce que oui, le jeune Michel était loin d'être un saint modèle. Pendant ses études à Bordeaux, il était prieur des Bretons. Et pour défendre ses compatriotes, il n'hésitait pas à jouer des points. Une fois, ça a même failli tourner au drame avec un duel à l'épée. Et ce n'est pas tout, il a aussi été accusé à tort d'avoir mis sa logeuse enceinte. Bref, des épreuves qui en auraient brisé plus d'un, mais lui, ça n'a fait que renforcer sa détermination. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avant même de devenir prêtre, il avait déjà une vision très exigeante de ce que ça devait être. Il a carrément listé 10 raisons qui, pour lui, rendaient quelqu'un indigne de la prêtrise. Par exemple, le manque d'un véritable appel de Dieu, des intentions impures ou chercher à devenir prêtre juste pour fuir la pauvreté. Ça nous montre une exigence morale complètement hors du commun. Pas seulement envers les autres, mais d'abord envers lui-même. C'est cette rigueur qui va marquer tout son parcours. On arrive maintenant au cœur de son histoire, prêcher avec des cartes peintes. C'est une véritable révolution pour le XVIIe siècle. Il faut se remettre dans le contexte. La plupart des gens ne savaient ni lire ni écrire. Les longs sermons, ça passait complètement au-dessus de la tête de beaucoup de monde. Et c'est là que le Noblesse va avoir un coup de génie. Il va inventer une méthode de communication totalement nouvelle. Il a appelé ça les talénous. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, imaginez de grandes cartes peintes à la main, pleines de symboles, d'allégories. C'était en quelque sorte, et l'image est assez parlante, les PowerPoints du XVIIe siècle. Le but était simple, capter l'attention et rendre concret des concepts qui pouvaient paraître très abstraits. Et sa méthode était simple, mais terriblement efficace. D'abord, il déroulait sa grande carte peinte devant tout le monde. Ensuite, avec un long bâton, il pointait les différents symboles pour guider le regard. Et enfin, pour que ça rentre bien, il renforçait la leçon avec des cantiques en breton que tout le monde pouvait chanter et mémoriser. Il combinait le visuel, l'oral et le musical, le tout dans la langue du peuple. C'était une expérience totalement immersive. Et c'était du jamais vu. Armé de ses cartes, le Noblesse ne s'est pas intéressé aux grandes villes. Non, sa vocation, c'était d'aller voir ceux que tout le monde avait oubliés, les gens des campagnes reculées et surtout des îles, comme Ouessant ou Batz. Et ce qu'il va découvrir là-bas est juste fascinant. La foi chrétienne était en fait mélangée à tout un tas de vieilles croyances. Il a lutté contre des pratiques comme fouetter des statues de saints pour s'assurer que les marins rentrent au port, ou encore jeter des couteaux dans les champs pour faire fuir les loups. Il y avait même des gens qui offraient du pain beurré aux fontaines pour prédire qui allait mourir dans l'année. C'est tout un monde spirituel bien particulier qu'il a essayé de réformer. Mais évidemment, quand on a des méthodes pareilles et un zèle aussi intransigeant, on ne passe pas inaperçu. Le Noblesse va très vite se faire des ennemis puissants. Pas à l'extérieur, non. Ses pires ennemis, il va les trouver au sein même de l'Église. Le conflit était inévitable. D'un côté, on a l'approche de le Noblesse. Il prêchait directement au peuple, il s'appuyait sur des femmes laïques pour enseigner, et il n'hésitait pas à critiquer ouvertement les riches. De l'autre côté, on a la vision de l'establishment. Pour eux, ces méthodes étaient extravagantes. Utiliser des femmes, une rupture avec la tradition. S'attaquer aux élites,
C'était semer la discorde. Pour eux, ce n'était pas un missionnaire, c'était un agitateur. Il y a une anecdote célèbre qui illustre parfaitement ces méthodes choc. Un jour, il arrive à Douarnenez. Pour être sûr d'avoir un public, qu'est-ce qu'il fait? Il fait sonner le tocsin, c'est-à-dire la cloche qu'on utilisait pour alerter d'un incendie. Imaginez la panique. Mais une fois que tout le monde est sorti et que la panique est retombée, eh bien, il avait l'attention de tout le village. C'était ça, le Nobletz. Forcément, l'opposition est devenue féroce. Ses propres confrères, d'autres prêtres, le dénonçaient en pleine messe. Ils l'accusaient d'être un ambitieux à l'esprit extravagant qui, par ses sermons, vidait les églises. Le surnom de prêtre fou, il ne venait pas seulement du peuple, il venait aussi de ses pairs. Et on arrive à la dernière partie. Comment un homme qui était considéré comme un paria par les siens a-t-il pu, des siècles plus tard, être reconnu par cette même église? C'est le retournement de situation final et le plus surprenant de son histoire. D'abord, il est chassé de Douarnenez. Il est forcé de se retirer au Conquet. Mais même là, exilé et de plus en plus diminué par la maladie de Parkinson qui lui rendait la parole difficile, il n'a jamais abandonné sa mission. Il a continué à enseigner jusqu'à son dernier souffle. Mais son geste le plus stratégique, ça a été d'assurer la suite. Il a pris sous son aile et a formé un disciple, un jésuite nommé Julien Maunoir. Et Maunoir n'a pas seulement repris ses méthodes, il a diffusé l'usage des cartes peintes dans toute la Bretagne. C'est lui qui a vraiment pérennisé l'héritage de Le Nobletz. Mais le chemin vers la reconnaissance officielle a été incroyablement long. Il meurt en 1652. Mais il faudra attendre près de 250 ans pour que l'institution qu'il avait rejetée commence enfin à réévaluer officiellement son héritage. Et la date clé, c'est 1897. Cette année-là, le verdict tombe enfin. L'Église catholique accorde officiellement à Michel Le Nobletz le titre de vénérable. C'est la première étape sur la voie de la sainteté. L'homme qu'on traitait de fou est désormais reconnu pour sa foi héroïque. Quel retournement! Le symbole de cette transformation, c'est sa tombe. D'une simple sépulture, on est passé à un mausolée élaboré. C'est la preuve physique de ce changement de statut. Le prêtre controversé, l'exclu, est devenu une figure majeure du patrimoine breton, une fierté locale dont on célèbre aujourd'hui le génie. Alors, au final, qui était vraiment Michel Le Nobletz? Un innovateur de génie, un fanatique un peu trop zélé, ou un saint que personne n'a compris à son époque? La vérité, c'est qu'il était peut-être un peu des trois à la fois. Son histoire, en tout cas, nous rappelle une chose. La postérité est souvent le seul juge de paix, et la frontière entre la folie et le génie, eh bien, c'est parfois juste une question de temps.